Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Les femmes militantes du bloc républicain se dotent d'un creuset d'échange et de défense de leurs intérêts, l'Organisation des femmes républicaines. Ce creuset a été porté sur les fonds baptismaux ce week-end à Cotonou. L'une des causes de la déforestation, c'est bien la fabrication du charbon de bois. Mais une nouvelle technique existe aujourd'hui pour réduire la pression de cette activité sur l'environnement. William Tchoki nous amène à la découverte de cette technique. Les candidats au concours de recrutement d'élèves professeurs certifiés ont planché ce samedi au lycée Koulibaly à Cotonou. Ces agents viendront renforcer les effectifs de la fonction publique. Bonsoir et bienvenue à cette édition du 20h. L'Organisation des femmes républicaines est née. Elle a été mise en place ce samedi. Il s'agit d'une organisation regroupant les femmes du parti du bloc républicain. Eh bien, elle a réuni cette organisation, les femmes de tous les départements du Bénin ensemble. Elles veulent défendre la gente féminine sur l'échiquier politique national. Voyons le reportage de Précieuse Akwekonou et de Bernard Djawé. Des femmes engagées pour le développement du Bénin. Elles viennent du nord comme du sud. Elles partagent un objectif commun, celui du rayonnement de leur pays. L'Organisation des femmes républicaines du Bénin vient de voir le jour, résultat d'un long processus. L'Organisation des femmes républicaines, OFR, qu'ensemble nous portons sur les fonds baptismaux, est née de la vision clairvoyante de notre parti, le bloc républicain, qui fait reconnaître avec humilité qu'il accorde une place de choix à la gente féminine. C'est pour cela que nous éprouvons au sein du comité préparatoire une grande joie, une fierté d'accueillir ce jour la naissance du OFR. Lutter contre l'exclusion des femmes en politique et dans les instances de décision, l'Organisation des femmes républicaines en fait son cheval de bataille. Elle encourage également la libre entreprise, la compétition et la prospérité des initiatives privées féminines. Elle envisage de travailler de commun accord avec les organisations de la société civile. Chers congressistes, l'objectif voulu par les militants et les autorités au plus haut niveau, celui de faire du bloc républicain le plus grand parti de notre pays, le parti des femmes, le parti des jeunes et surtout le parti exclusivement au service des populations tout entières est assurément sur la voie de réalisation. Et à cet égard, le bloc républicain, à travers ses instances, met au cœur de l'action politique la mise en œuvre du système partisan et en même temps l'épanouissement des militants et la population tout entière. La mise en place de l'Organisation des femmes républicaines marque également le début de ses activités. Cette première assemblée générale se penche sur le thème « Femmes républicaines », davantage engagées pour le développement du Bénin. L'assemblée générale constituée de ce jour vient opérationnaliser les dispositions des articles 54, 55 et 56 de nos statuts. Ainsi, après la création de l'OJDR le 29 août dernier à Glazoué, c'est le tour de l'OFR. Sous le thème « Femmes républicaines »,
davantage engagé pour le développement du Bénin, vous réaffirmez la nécessité et l'importance de l'engagement politique des femmes pour le développement socio-économique et politique de notre pays. Et nous sommes conscients au Bloc républicain que les défis d'un tel engagement sont grands, mais pas insurmontables. Les femmes sont l'énergie et le fondement même de notre existence dans ce monde. Et c'est pourquoi les statuts de notre parti font des femmes le cœur du parti, comme les jeunes. Donc le combat pour nous aujourd'hui est de vous encourager à quitter l'arrière-plan politique pour passer au devant de la scène aux côtés des hommes. Ce combat est tributaire dans une large mesure de votre engagement et de votre détermination. Il est maintenant de votre devoir, à travers l'OFR, d'œuvrer pour l'éveil et l'engagement politique de nos mères, de nos épouses, de nos sœurs et de nos filles, dans toutes les contrées de notre cher et beau pays. Nous sommes convaincus que vous porterez avec grand succès cette grande responsabilité pour notre parti dont vous constituez le moyen le plus important. L'Organisation des femmes républicaines fonctionne suivant les dispositions de ses statuts et de son règlement intérieur sous la supervision des instances supérieures du parti. Sa devise, plus unie, plus forte, pour construire le Bénin. Une autre page de l'unité des fils et filles d'Adja Tado s'ouvre à Parakou. C'est à la faveur de la cérémonie d'installation des membres du Conseil de réflexion et d'orientation stratégique des Tadovi qui a eu lieu à Parakou. C'est un creuset issu de la Fédération des associations des ressortissants d'Adja Tado de Parakou. Ronald Robinson, Michael Noati. Cross Tadovi, entendez Conseil de réflexion et d'orientation stratégique des Tadovi, un outil apolitique d'appui, de conseil et d'orientation dont se dote officiellement la Fédération des associations des ressortissants d'Adja Tado de Parakou. En voici le logo. De ce jour et de ce lieu commence une nouvelle page de l'histoire des peuples Adja, Khouida, Fon, Goum, Marie et j'en passe. Nous avons un intérêt commun et notre engagement est total. Nous lançons donc un vibrant appel à tous nos frères et sœurs, où qu'ils se trouvent, de se joindre à nous pour qu'ensemble, nous puissions main dans la main œuvrer pour le développement de notre belle cité, Parakou, la ville cosmopolite, la capitale du Septentrion. Deuxième force démographique à Parakou après les Bariba, les peuples Adja Tado, pour l'histoire, se sont installés dans la cité des Koboro depuis 1937 avec l'avènement de la gare ferroviaire à l'installation de quelques unités industrielles dans les années 70, en passant par les rapatriements successifs des Béninois de certains pays de la sous-région. Après moult tentatives d'unification dont le R777 de 2007, la Fédération des associations des ressortissants d'Adja Tado de Parakou, constituée d'une vingtaine d'associations, finit par voir le jour le 13 mai 2018. Dès lors, à cette initiative ont été prises dans l'organisation du Festival des Arts et Cultures Adja Tado, Festac Adja Tado, qui reste et demeure à ce jour le seul et unique espace de célébration de nos valeurs culturelles dans tout le Septentrion et qui est à sa 3e édition. Nous pouvons d'ores et déjà compter sur vous, chers membres de la coordination Cross Tadovi, pour rendre davantage notre festival plus dynamique, au fin de révéler à nous-mêmes et aux autres la richesse de nos arts et cultures. Toutes choses qui participent au développement économique et touristique de notre ville d'accueil. Reconnaissant, quelques élus de la coordination installée partagent leur satisfaction. Le genre, ce n'est pas seulement la promotion des femmes. On va y veiller pour que et les hommes et les jeunes de l'ère Tado soient promus quand il s'agira de les promouvoir. Chacun a son rôle dans la société. Donc je dis merci à tous les membres du Creuset pour avoir placé 4 femmes, et pas des moindres. Aujourd'hui, je me retrouve dans ma peau parce que tous les fils et filles Tadovi ont laissé leurs divergences et se sont mis ensemble. Nous avons compris que les enfants, même nous qui sommes ici depuis des années, nous avons presque oublié certains, n'est-ce pas, certaines de nos réalités culturelles. Même si c'est une école qu'il faut créer, n'est-ce pas, en notre sein, pour apprendre nos cultures, nos manières de faire à ces enfants. Il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de mettre dans notre feuille de route pour qu'au finish, nous puissions jouir de ce rassemblement
que nous avons mis sur pied. Il me faut demander aux Tadovi plus qu'aux autres plus de courage, plus d'abnégation, plus d'endurance, plus de fraternité. Un pas, encore un pas, encore un autre pas, et gagner chaque pas. Covid-19 oblige, les fils et filles d'Adjata-Do présents à cette cérémonie sont une représentation infime de personnalités, cadres et opérateurs économiques de cette ère culturelle. Le Cross Tadovi est créé le 22 juillet 2020 et les membres de sa coordination sont unanimement élus le 3 août 2020. Les candidats au concours de recrutement de 60 élèves professeurs certifiés ont composé ce samedi au lycée Koulibaly à Cotonou. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a procédé au lancement des épreuves. Le reportage est signé Stanislas Litmon et Calvador Armano. 365 candidats participent à ce concours au plan national. À la fin du processus, 60 élèves professeurs certifiés seront recrutés et mis en formation. Au lycée technique Koulibaly de Cotonou, le ministre Maouyon Kako vient acter le déroulement des épreuves. Le gouvernement ayant fait l'option de se servir de l'enseignement technique et la formation professionnelle comme levier pour le changement des structures économiques de notre pays, il est donc normal que nous puissions procéder à la relance de ce sous-secteur. Conformément à la stratégie, le format métier est privilégié au détriment du format spécialité qui était naguère très dominant dans notre sous-secteur. Pour cette première phase, le gouvernement a donc décidé de recruter 60 fonctionnaires d'État qui seront envoyés à l'extérieur pour subir une formation d'environ 4 ans, 2 ans de formation professionnelle pour obtenir les qualifications pour le métier concernés et ensuite pour 2 ans pour la formation pédagogique parce que ceux-là vont revenir comme étant des élèves professeurs certifiés de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Avec sa suite, il parcourt quelques salles de composition, encourage les candidats avant de visiter les postulants à un autre concours qui se déroule dans le même centre. Il s'agit de la campagne spéciale du fichier national. J'assume ici l'intérim de ma collègue du travail et de la fonction publique qui organise pour le compte du gouvernement les tests psychotechniques. En réalité, vous savez que l'une des options essentielles du gouvernement, c'est la compétence. Par conséquent, le gouvernement a pris l'option de procéder à l'ouverture d'un fichier national, surtout pour les dépenses publiques. Prennent part à cette campagne des candidats au poste de spécialiste des marchés publics et de directeur des systèmes d'information. Une enquête de moralité est prévue après cette phase écrite pour s'assurer de l'intégrité des candidats ici retenus. Après l'édition 2019, le nouveau Conseil de l'Ordre national des médecins du Bénin a tenu le pari de la 2e Assemblée générale. La rencontre qui a eu lieu à Cotonou a permis aux participants de faire le point des activités, de passer en revue les réformes du gouvernement. Jean-Claude James pour le reportage. La Covid-19 oblige, cette Assemblée générale n'a pas été une rencontre présentielle pour tous. Certains ont participé aux travaux via Facebook ou Zoom. L'essentiel étant d'atteindre les objectifs avec le concours de tous les membres. Nous attendons d'abord confirmer la nouvelle cohésion au niveau de l'ensemble des médecins, parce que c'est quand on est ensemble, quand on se serre les coudes, c'est à ce moment-là qu'on est fort. Et nous avons au niveau du Conseil l'intention de rendre l'ordre des médecins un ordre fort, que ses membres respectent et que les autres aussi respectent. Plusieurs communications ont marqué cette Assemblée générale ordinaire, la 2e du genre sous le nouveau Conseil. Les attentes des membres sont nombreuses. Nous sommes là dans une période où il y a des réformes dans le secteur de la santé de la part du gouvernement.
Et on se pose quelques questions sur les nouveaux organes qui sont créés. Bon, on veut bien comprendre pour mieux adhérer. Et donc nous aurons à y travailler aussi. Et ce n'est pas fini. Nous avons aussi à penser à nous-mêmes. Parce que quand le médecin est malade, quand la famille du médecin est malade, bon, ce que nous interdisons aux autres, c'est ce que nous faisons de l'automédication. Il faut pouvoir aller vers un confrère, se faire consulter, faire consulter sa famille et tout. Et pour ça, ça a un coût. Alors nous sommes souvent désemparés parce que le médecin au Bénin n'est pas très riche, contrairement à ce que les gens pensent. Il faut que nous puissions avoir une assurance maladie. Nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons mettre ça en application. Voilà, donc il y a quelques-unes des attentes que nous avons de cette Assemblée générale. Ce rendez-vous national a été l'occasion propice pour la publication du numéro 6 du bulletin de l'ONMB. L'Ordre national des médecins du Bénin, qui rêve d'être en 2022 un ordre fort, visible, respecté et proactif. Et puis la communauté africaine célèbre demain, dimanche 13 septembre, la 21e édition de la journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Eh bien, le thème de cette année, rôle des offices de propriété intellectuelle en Afrique dans le contexte de la Covid-19. Le ministre de l'Industrie et du Commerce rappelle ici, au micro de Stanislas Lincon et de Louis Koudoubo, les objectifs de cette célébration. On l'écoute. Le 13 septembre de chaque année, date anniversaire de la création de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI, la communauté africaine célèbre la Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Instituée le 14 juillet 1999 par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Union africaine, cette journée vise à encourager les Africains à s'investir dans la recherche-développement et la protection de leur création. Elle est également l'occasion pour les gouvernants, les créateurs et la société civile de se rapprocher de l'un des défis majeurs qu'est le développement de l'industrie. C'est pourquoi, à l'instar de la communauté africaine, notre pays, le Bénin, membre fondateur de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, célèbre cette journée pour sensibiliser les inventeurs et les chercheurs sur le rôle que joue l'invention dans le développement du continent africain. Le thème de la célébration de cette 21e journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle est le rôle des offices de propriété intellectuelle en Afrique dans le contexte de la COVID-19. Le thème de cette année fait écho à l'axe 6 du pilier 3, renforcement des services sociaux de base et protection sociale, du programme d'action du gouvernement PAG 2016-2021. Et parlons maintenant environnement, la fabrication de charbon de bois constitue l'une des principales causes de la déforestation, un combustible obtenu après la carbonisation de grandes quantités de bois. Mais depuis peu, une nouvelle technique est utilisée pour réduire la pression. C'est la technique de la meule casamançaise. Allons donc à la découverte de cette technique avec William Tchoké. Dans cette fumée étouffante, deux charbonnières en pleine activité, un important risque d'intoxication. Elles inhalent à longueur de journée cette fumée blanche mélangée à de la poussière, une activité nuisible pour leur santé, mais surtout prédatrice des écosystèmes. Dans cette forêt d'Atak-Blamé, dans la commune de Kétou, ces populations ont pour principale source de revenus la fabrication du charbon de bois. C'est un combustible utilisé par une frange importante de la population béninoise. Un combustible obtenu après une carbonisation, une méthode traditionnelle qui ne fournit que 11% de charbon pour 100 kg de bois. La meule traditionnelle que nos paysans utilisent consomme beaucoup de charbon sans rendement. Dans la logique de préserver les ressources naturelles tout en permettant à ces populations de mener leur activité, la direction des eaux, forêts et chasse, en collaboration avec le RECASEB, le programme d'appui
institutionnelle et de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'énergie offre à ces artisans charbonniers une autre technique de fabrication, celle de la meule à cheminée de type casamancé. Après avoir ramassé le charbon, ils se sont rendus compte que leurs mains ne sont pas noires, comme ils ont l'habitude de voir. Donc c'est un charbon qui ne noircit pas. C'est un charbon propre. Deuxième chose, la différence, c'est que sur la meule traditionnelle, ils n'ont pas l'habitude d'obtenir le jus pyrolineux. Or, ce jus pyrolineux se confond dans la fumée qui sort. Et plus tard, ces charbonniers, l'expérience a montré qu'ils ont des problèmes respiratoires ou des problèmes de peau liés donc aux maladies touchant la peau. Donc, la fumée qui sort par la cheminée, c'est une fumée dépolluée. Et tout ce qui s'y trouve se dépose maintenant par condensation de la vapeur à travers la cheminée que nous récupérons en bas de la cheminée. Le troisième point très important, c'est qu'on n'obtient plus de charbon avec peu de bois, ce qui n'était pas le cas avant. Ils ont brûlé moins d'1 mètre cube, de bois, mais ils ont recueilli plus de 2 sacs de charbon, ce qui est étonnant et ça a étonné vraiment les participants qui ont compris que cette technique est très meilleure. La meule casamançaise, dont les techniques d'utilisation sont apprises ici, doit toucher tous les artisans charbonniers, choisis le moindre mal pour réduire la pression sur les ressources forestières. Il vous est déjà arrivé d'entendre ces deux thèmes programmeurs et développeurs, mais sans en comprendre forcément le sens. Ce sont deux métiers, mais qui se côtoient. L'occasion de la journée mondiale consacrée à ces génies de l'informatique, nous sommes proposés de vous amener donc comme une sorte d'immersion dans l'univers de ces deux métiers. C'est Rebecca Kediaoundé, Bénédicte Bossou et Ramatou Lawani qui nous y amènent. Des schémas au tableau, de l'agencement dans les idées devant l'écran. Programmer est un travail d'équipe et ça parle code et ça parle chiffres. Quand on parle de développeur, déjà, c'est celui-là qui est à même de gérer tout un projet de conception d'une solution informatique. D'accord? Parce que quand on parle de projet là, c'est toute une étape qui va depuis l'analyse des besoins du client jusqu'à la livraison du produit fini, de la solution informatique finie. Et souvent on parle de développeur de solutions ou bien de développeur d'applications. Par contre, quand on parle du programmeur, vous voyez comment j'ai mis l'accent sur le PR programmeur, c'est celui-là qui est un codeur. En d'autres termes, le programmeur utilise principalement les technologies de programmation, alors que le développeur se situe à un niveau d'abstraction au-dessus où il peut s'affranchir des technologies lors de certaines phases du projet. Un développeur n'est pas un programmeur, même si l'un peut se revêtir du costume de l'autre. Celui qui est développeur, il peut être un programmeur. Celui qui est programmeur n'est pas forcément développeur. Lui, il a besoin aussi d'aller acquérir justement cette compétence-là en termes de gestion d'un projet. Harold Adjaro est un développeur. 11 années se sont écoulées depuis qu'il a fait son entrée dans cet univers, un parcours qu'il qualifie de très riche. En tant que développeur, je me suis retrouvé à pouvoir mettre la main dans plusieurs secteurs. Aujourd'hui, si vous me parlez d'agro-business, je vous donnerai des réponses dans ce secteur. Parce qu'en tant que développeur, j'ai eu à travailler dans ce milieu et différentes questions autour du business, autour des réalités que les producteurs, que les entrepreneurs de l'agro-business rencontrent, aujourd'hui ne me sont plus inconnues. Pour être un bon programmeur ou un bon développeur, il faut avoir de la suite dans les idées, le sens de l'analyse, de la rigueur, de la patience et une bonne dose de curiosité. Ces geeks passent en moyenne 12 à 16 heures par jour devant leur ordinateur. Certains en sont même accros. Ils peuvent aller au-delà des 24 heures. 13 septembre, cette journée à eux dédiée est l'occasion de faire un break, selon Harold. Une journée au bord de l'eau, sans ordinateur, juste un repos. Et aussi
le jour, on peut quand même faire le bilan des perspectives qui s'offrent à nous. Programmeur ou développeur, la corporation a aujourd'hui la cote, mais elle reste l'apanage des hommes. Leur souhait est d'y voir les années à venir davantage de femmes. Dans le secteur des transports, les acteurs sont en arrimage avec les réformes structurelles et organisationnelles. Eh bien, ils fédèrent de plus en plus leurs énergies en vue de faire autrement les choses pour accompagner le programme d'action du gouvernement. C'est dans ce cadre que le syndicat national des conducteurs de gros porteurs a installé sa session départementale. Lunek Abazao. Depuis l'avènement de la rupture, les lignes bougent dans le secteur des transports. Les différentes réformes engagées ont impacté tous les compartiments de ce secteur. Les infrastructures et les services se développent pour soutenir la croissance économique. Les acteurs de cet univers épousent aussi la vision gouvernementale et s'organisent désormais mieux. Les conducteurs de camions gros porteurs procèdent ici à l'installation de la section départementale littorale de leur syndicat. Cela, c'est aussi pour accompagner le gouvernement de la rupture. Aujourd'hui, tout est réglementé. Notre président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, ne veut pas du désordre dans le pays. Nous nous sommes unis pour qu'au sein du corps des conducteurs de camions gros porteurs, il n'y ait pas de désordre. Le bureau installé dans la ville-département qu'est Cotonou a pour mission de veiller à la discipline des conducteurs de camions gros porteurs sur les axes routiers et de défendre leurs intérêts. Je vais essayer d'arranger avec mon équipe littorale et bien servir les conducteurs du littoral pour pouvoir mieux conduire et puis pas trop de désordre dans l'intérieur du port parce que c'est une zone portuaire. La première tâche est de cadrer les conducteurs de camions gros porteurs. Dans la mesure où nous sommes dans la zone rouge, c'est une ville où la circulation est dense. Et il ne faut pas garer anarchiquement, sinon vous aurez à votre trousse la mairie, la police, et ainsi de suite. La tâche ne sera pas facile, mais avec grande détermination et surtout avec l'aide et le dévouement de nos autorités à divers niveaux, vous allez réussir. Le syndicat national des conducteurs de gros porteurs du Bénin fait son petit bonhomme de chemin et entend étendre davantage ses tentacules. Il est déjà présent dans 5 départements du pays. À présent, voici notre rendez-vous hebdomadaire des sujets en vue sur la toile. Au menu de la revue du web cette semaine, une décision du gouvernement qui divise les internautes, la prochaine monnaie unique de la CEDEAO et une nouvelle fonctionnalité de Facebook, une compilation de Maurice Tantan avec Fawaz Olanipeko. Une décision du gouvernement divise les internautes depuis le début de cette semaine. L'instauration du passage systématique en classe supérieure pour les élèves de CI, de CE1 et de CM1 ne fait pas l'unanimité. Le sujet alimente un vif débat sur les réseaux sociaux entre les partisans du choix de l'exécutif et les sceptiques. Pour les premiers, la décision du gouvernement n'est pas convaincante. Je ne suis pas convaincu. Il n'y aura plus la concurrence dans ces classes et par la suite, la paresse et la médiocrité vont s'y installer, estime un internaute sur Facebook. Pour ceux qui comprennent la décision et approuvent, le débat doit se faire ailleurs. La préoccupation de fond est plutôt de s'assurer qu'il n'y ait aucun redoublement au primaire, tout comme au premier cycle du secondaire, tout en assurant la bonne qualité des enseignements dispensés. Cela demande évidemment des investissements conséquents et plus de rigueur dans la gestion du système éducatif, analyse un autre internaute. Autre sujet ayant eu de l'écho sur la toile cette semaine, le report du lancement de l'ECO, la monnaie unique de la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. La décision prise par les chefs d'État réunis en sommet à Niamey au Niger n'est pas une surprise selon un internaute qui s'est exprimé sur Twitter. En réalité, nos dirigeants n'étaient pas tous sur la même longueur d'onde quant à la création de cette monnaie, écrit-il. Comme lui, bon nombre de commentateurs font allusion aux frictions nées de la décision unilatérale des pays de l'UEMOA de rebaptiser le franc CFA en ECO. Un autre internaute se donne de l'espoir et écrit « Le magnifique projet de monnaie unique de l'espace CEDEAO finira par devenir une réalité ».
Loin des débats qui divisent, Facebook a annoncé le lancement d'une nouvelle fonctionnalité dénommée Campus dédiée aux étudiants. Le réseau social présente Facebook Campus comme un nouvel espace réservé aux universités. Il est conçu pour aider les étudiants à se connecter entre eux en fonction de leur centre d'intérêt. L'objectif étant de faciliter la recherche de nouveaux amis et favoriser les échanges au sein des communautés universitaires. Concrètement, Facebook Campus se présente comme une section réservée aux étudiants au sein de l'application mobile. Ces derniers devront se créer un profil spécifique pour Campus différent de leur compte Facebook principal. Cependant, les étudiants non américains devront patienter avant de bénéficier de ce nouvel ajout. Pour l'heure, la fonctionnalité est en cours de déploiement dans certaines universités américaines seulement. Et puis à l'étranger, le Mali pourrait passer 2 ans sous la conduite d'un président désigné par la junte militaire avant un retour des civils au pouvoir. La proposition est en discussion actuellement alors que les ex-présidents centrafricains François Bozizé et Michel Djoto-Diar se sont rencontrés pour faire front commun pour la présidentielle prochaine. Et puis ce transfert majeur dans le sport business, Neymar quitte Nike pour Puma. Les deux entités ont officialisé ce week-end leur contrat de sponsoring. Et voici donc l'actualité internationale avec Jérôme Bois. Après le putsch, le Mali pourrait passer 2 ans sous la conduite d'un président désigné par la junte avant un retour des civils au pouvoir. Telle est la proposition sur laquelle des centaines de responsables réunis à Bamako doivent à présent se prononcer. Nous pensons que si les régions, les différents participants sont venus de partout, c'est pour venir proposer. Et moi, personnellement, je pense que cette proposition, en tout cas celle qui est portée lors des concertations au niveau de la région de Gao, c'est bien, c'est de voir un civil diriger cette transition-là. Sans demi-mesure, un militaire au pouvoir, c'est mon objectif principal. Déjà, je n'ai caché à aucun Malien que les tiers du Mali sont occupés. Qui voit l'état du Mali aussi, qui peut oser dire de donner un pouvoir à un civil aujourd'hui pour diriger le Mali? C'est aller droit au mur, mon frère. Cette proposition émane d'un groupe d'experts nommés par les colonels qui ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août. La charte de la transition où elle figure instaurerait pendant 2 ans un régime dans lequel les militaires pèseraient lourd. Son contenu pourrait ne pas plaire à toute la communauté internationale, à commencer par la CEDEAO qui réclame un retour des civils dans 1 an maximum au terme d'une transition dirigée par des civils. Le document de 8 pages élaboré par les experts nommés par la junte est supposé faire la synthèse des concertations antérieures, prévoit que le président de la transition qui remplirait les fonctions de chef de l'État soit choisi par le Comité national pour le salut du peuple, CNSP, autrement dit la junte. Ce serait une personnalité civile ou militaire. La même junte et les forces vives de la nation proposeraient le nom du Premier ministre. Il serait nommé par le président. Un organe législatif serait instauré, le chef en serait un militaire. Ces organes resteraient en place jusqu'à l'installation de nouvelles institutions à l'issue d'élections générales. L'ex-président centrafricain François Bozizé et celui qui l'a renversé en 2013, Michel Djoto-Diar, se sont brièvement rencontrés vendredi à Bangui, rapporte un journaliste de l'AFP. À sa haute connaissance, mon plan d'action, d'ailleurs qui n'est pas secret, que vous-même, que la presse connaît. Voilà. Donc, en un mot, c'est ça, je suis venu, c'est pour le rencontrer, c'est un homme de paix. Il n'y a pas de raison à lui prêter des intentions qui ne sont pas la sienne. Je vous rassure que nous nous entendons bien. Cette entrevue d'une demi-heure survient alors que la rumeur d'un report de l'élection présidentielle prévue dans moins de 4 mois se fait insistante. M. Bozizé a déjà annoncé sa candidature à ce scrutin du 27 décembre, tandis que Djoto-Diar ne s'est pas encore prononcé. L'actuel président, Faustin Archange Touadéra, devrait annoncer prochainement qu'il brigue un second mandat, selon les observateurs qui considèrent que M. Bozizé serait alors son plus sérieux challenger. Un bouquet à la main, le styliste namibien Enio Amutenia attend sa fiancée avec impatience. Et quand Katrina Stern, 26 ans, enlace son amoureux,
C'est une immense joie. Elle est arrivée à bord du premier vol autorisé à atterrir en Namibie depuis la fermeture des frontières en mars en raison de la pandémie du coronavirus. Les recettes et la rentrée de fonds ont diminué de 96% pour atteindre en moyenne 41 millions de dollars namibiens par mois. Cette situation a entraîné une érosion complète des recettes de Namibia Airport Company. La fermeture des frontières a sévèrement pesé sur le tourisme. L'an dernier, 1,6 million d'étrangers avaient visité les déserts côtiers et les parcs animaliers réputés du pays. Une mine d'or artisanale s'est effondrée vendredi à Kamituga, dans l'est de la République démocratique du Congo, ont rapporté samedi des autorités dans la province du Sud Kivu, redoutant un bilan d'une 50aine de morts. Les causes de la catastrophe ne sont pas encore connues. La mairie a décrété 2 journées ville morte, samedi et dimanche. Transfert majeur dans le sport business. Neymar et Puma ont officialisé samedi un contrat de sponsoring qui fait du Brésilien la nouvelle tête de gondole de l'équipementier allemand. J'ai grandi en regardant des vidéos de légendes de football comme Pelé, Cruyff, Eusebio et Maradona qui jouaient tous avec Puma, a écrit l'attaquant dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux. Pour ces raisons, à partir d'aujourd'hui, j'ai l'honneur de rejoindre la marque qui a aidé les plus grandes légendes du football à être ce qu'elles sont, poursuit Neymar. Bienvenue dans la famille, a tweeté la marque allemande avec une photo du Brésilien du Paris Saint-Germain. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Eh bien, ce journal sur FM, merci de votre attention. À 23h30, vous aurez dans ce studio Rachida Biomaman pour le JT Soa. Merci et à demain.